Le livre des Innommés, partie 1, de J.P. Anderson. Chapitre 1. Chaque jour, May se levait avant que les premières de l'aube soient apparues par-delà les murailles de la mythique cité de Féilie. Après avoir réalisé ses ablutions et s'être vêtue de la robe et du voile blanc des prêtresses, elle se mettait au travail au sein du temple de Nika-Urkan, l'empereur céleste, souverain parmi les dieux. Elle nettoyait d'abord l'édifice de fond en comble, veillant à ce qu'il ne reste aucune trace du passage des différents fidèles de la veille. Le lieu de culte, autrefois peu fréquenté, recevait la visite quotidienne de nombre d'habitants de Féilie ces derniers temps. Une fois satisfaite de son travail, elle se rendait dans la chambre de prière qui lui était réservée, où elle adressait ses hommages et ses oraisons à l'empereur céleste. Elle terminait toujours en trempant ses doigts dans la coupe d'eau des Émérides, le fleuve sacré reliant le domaine céleste et terrestre, puis dans de l'ocre cérémoniel, avant de tracer sur son front le symbole du souverain des dieux qu'elle aborderait tout le reste de la journée. Le soleil se levait à peine lorsqu'elle ressortait à l'air libre. Pourtant, les esclaves des grandes familles se pressaient déjà dans la rue pour apporter à leur maître les fruits frais, issus de leur verger personnel. Ce matin-là, une fillette d'une dizaine d'années, portant un panier d'oranges sur la tête, manqua de percuter May. Reconnaissant les pans de la robe de la prêtresse, l'enfant bredouilla des excuses en se l'apatissant au sol. « Tout va bien, » la rassura May. « Sois prudente, d'accord ?» L'esclave ne courut pas le risque de s'attarder, et que May change d'avis. Elle prit donc ses jambes à son cou. May ne put retenir un pincement au cœur. Elle avait été cet enfant, dans un passé semblant appartenir à une autre vie, mais dont elle ne pourrait jamais se défaire. La jeune femme repartit à son tour, gravissant les escaliers étroits qui serpentaient jusqu'au sommet de la 7e terrasse. Les premières lueurs du jour embrasaient l'horizon, et la lumière naissante caressait les remparts de Féilie, projetant des ombres nettes sur les pavés froids. Le vent matinal portait avec lui un souffle glacé, mêlé à l'odeur âcre de la suie et de la pierre brûlée. Elle atteignit un poste de guet, situé à flanc de muraille, où 2 soldats en armure fatigués se tenaient en silence. L'un d'eux lui adressa un sourire respectueux, mais las, tandis que l'autre détourna les yeux, concentré sur le vaste camp ennemi qui s'étendait en contrebas. May ne leur prêta pas attention. Elle posa ses mains sur le parapet de pierre et scruta la vallée. Le campement d'Erazel s'étirait à perte de vue, un enchevêtrement presque hypnotique de tentes soigneusement alignées, formant un quadrillage parfait. Les braséros, encore allumés, ponctuaient l'obscurité de petites flammes qui vacillaient sous les bourrasques. Malgré l'heure matinale, des silhouettes s'activaient déjà, des soldats en pleine séance d'entraînement, des éclaireurs revenant de leur patrouille et des ouvriers s'affairaient autour des machines de siège. C'est sur ces dernières que les yeux de May s'attardèrent. Les tours d'assaut en bois et en fer s'élevaient lentement, menaçantes, leurs structures imposantes projetaient des ombres immenses sur le sol. Elles semblaient conçues pour défier les terrasses de Féilie, comme des géants mécaniques prêts à enfoncer les murailles. May serra les dents. Elle savait que ces monstres avanceraient bientôt et qu'il ne lui restait que peu de temps pour trouver un moyen de les neutraliser. Son regard parcourut à nouveau les centaines de baraquements. Elle se surprit à ressentir une colère sourde, mêlée d'une étrange forme de respect. Il fallait une discipline et une organisation prodigieuses pour maintenir un tel ordre dans une armée aussi immense. Erazel n'était pas un simple conquérant avide de gloire, il était de toute évidence également méthodique et implacable. Un bruit de pas précipité derrière elle la tira de ses pensées. Elle se retourna pour voir un soldat grimper les dernières marches, essoufflé mais droit comme un éclaireur bien entraîné. Il s'inclina légèrement avant de parler. « Dame May, les notables demandent ta présence au conseil. » Elle observa un instant le jeune homme, lisant dans ses traits tendus une fatigue qui n'était pas due à l'effort physique. Le ton qu'il employait, formel et empreint d'urgence, témoignait d'un respect sincère ainsi que d'une anxiété qu'il peinait à contrôler. « J'y vais, » répondit-elle simplement. Elle jeta un dernier coup d'œil à l'étendue du camp ennemi avant de se détourner. Le vent frais la suivit alors qu'elle revenait sur ses pas. Pourtant, dans sa poitrine, ce n'était pas le froid qui se fit sentir, mais le poids accablant des responsabilités. En descendant les escaliers sinueux qui reliaient les terrasses de Féilie, May laissa son esprit dériver malgré elle vers les premiers instants du siège. Ils étaient arrivés avant l'été, un jour où les vergers des terrasses inférieures étaient en fleurs, leurs pétales blanchissant les sentiers comme une promesse de paix. May se souvenait des regards stupéfaits des habitants lorsque les premiers éclaireurs apportèrent la nouvelle. Une armée immense arrivait des plaines, couvrant la vallée telle une ombre vivante. Du haut des remparts, elle avait vu les premiers rangs apparaître à l'horizon, des centaines, puis des milliers de silhouettes avançant en silence. Les étendards rouges de l'ennemi s'élevaient au-dessus de cette marée humaine, claquant dans le vent en signe d'avertissement. La cité avait retenu son souffle.
Aucun cri, aucun son, hormis le battement sourd des tambours, lointains, qui résonnaient comme des montagnes. Dans cet instant suspendu, May avait ressenti un mélange de terreur et de fascination. Elle savait qu'il venait pour Faili et qu'il ne partirait pas sans la prendre. Au début, il n'y avait eu aucune attaque. L'armée s'était arrêtée, s'établissant avec une précision effrayante. Les tentes s'étaient dressées, comme un second horizon, formant des lignes si parfaites qu'elles paraissaient tracées à la règle. Le bruit des marteaux et des enclumes s'était imposé, constant, presque hypnotique. L'armée ennemie bâtissait ses machines de guerre et chaque coup semblait destiné à éroder la volonté des défenseurs. Il n'y avait pas eu de déclaration, pas d'émissaire annonçant les intentions de cette armée. Ce n'était pas vraiment nécessaire. Faili avait été construite à l'extrême-orient du Xiel, une contrée située elle-même à l'extrême-orient du Gansu. Pourtant, tous les habitants de la cité avaient déjà entendu parler du conquérant, Erazel. Il était natif d'un petit royaume de la nation du nom de Jiangling, à l'est du continent Gansuan. Il avait pris le contrôle de Jiangling avant d'assujettir les nations avoisinantes à l'aide de sa puissante armée. Il s'était proclamé empereur de l'empire Gansuan et, de toute évidence, venait désormais intégrer Faili à son empire. Alors non, il n'y avait pas eu de messager, pas de pourparlers, rien que le calme avant la tempête. Puis, le général de Faili avait décidé d'agir. May ferma les yeux un instant, se souvenant de ce guerrier qu'elle respectait tant. Il était un pilier de la cité, un homme droit et sage dont la voix commandait à la fois la loyauté et l'admiration. Elle se revit debout devant lui quelques jours après l'arrivée de l'armée, alors qu'il inspectait ses troupes, sur la première terrasse. « Nous devons frapper vite, May », avait-il déclaré en scrutant la vallée d'un regard aiguisé. « S'ils s'installent trop longtemps, ils deviendront une force inébranlable. » Elle avait tenté de le convaincre de se faire preuve de prudence, évoquant les dangers d'un affrontement direct contre un ennemi aussi vaste. Shinwu avait balayé des doutes avec tant d'assurance que May s'était surprise à le croire. Le lendemain matin, il était parti avec des soldats d'élite. Depuis les terrasses, les habitants avaient regardé les cavaliers descendre vers la plaine, leurs bannières dansant au vent. Sous le soleil éclatant, ils semblaient invincibles, des figures héroïques destinées à repousser l'ennemi. Seulement, la plaine appartenait désormais à Erazel. Mais elle s'en souvenait comme si c'était hier. L'ordre parfait de ses soldats, la manière calculée dont il avait laissé la troupe du général avancer, juste assez pour les attirer dans son piège. Quand les flancs de la plaine s'étaient animés, révélant des archers dissimulés et des piquiers embusqués, tout avait changé. La discipline ennemie avait englouti l'élan des soldats de Faili, et le chaos s'était abattu sur eux. Elle revoyait encore les éclats d'armure brisés, les chevaux effrayés tentant de fuir, les hommes chutant les uns après les autres. Shenwu, lui, s'était battu jusqu'au bout. Son épée décrivait des cercles de lumière dans la mêlée, une ultime résistance face à l'inéluctable. Mais il était tombé, et avec lui, l'espoir de la cité. Quelques heures plus tard, les survivants étaient revenus. May avait regardé les soldats blessés, remonter les sentiers, leurs traits marqués par la défaite et la douleur. Ils portaient le corps du général sur une civière improvisée, son armure maculée de sang et de boue. Elle n'avait pas pu détourner les yeux de son visage, figé dans une expression étrange entre le courage et la résignation. Dans ses mains reposait la bannière brisée de Faili, symbole d'une fierté perdue. Les chefs des grandes familles s'étaient rassemblés presque immédiatement après le retour des troupes, leur voix résonnant dans la salle du conseil en un écho discordant de peur et de colère. Certains prônaient la reddition, d'autres réclamaient de se terrer derrière les murailles. Aucun d'entre eux, cependant, ne semblait capable de prendre une décision. May était resté à l'écart, écoutant leurs paroles sans intervenir, jusqu'à ce que l'un d'eux ne désigne finalement sa présence d'un geste agacé. « Et toi, prêtresse, quel miracle attends-tu de tes dieux? Devrons-nous continuer à prier pendant que Faili brûle ?» Ce fut cette remarque prononcée avec mépris qui l'avait poussée à se lever, pas par fierté blessée, plutôt pour un souvenir qui s'était imposé à elle clair et net, celui de ses longues conversations avec le général. Il avait été plus qu'un chef militaire pour elle. Il avait été un mentor, peut-être même un ami, bien que May n'aurait jamais osé l'admettre à voix haute. Pendant des années, il avait trouvé dans son esprit une vivacité qu'il jugeait digne d'être cultivée. « Trop vive pour une prêtresse », disait-il souvent, en riant avant de lui donner un exercice de stratégie ou un problème de logique à résoudre. Il aimait la mettre au défi, lui apprendre les subtilités de l'art de la guerre, non parce qu'il pensait qu'elle en aurait un jour besoin, mais parce qu'il voyait en elle un potentiel inexploité. « L'esprit est une arme, May, » lui répétait-il, « la plus affûtée de toutes, et le tien pourrait trancher bien des ennemis si tu le laisses s'aiguiser. »
Ces leçons données sur le ton de la plaisanterie s'étaient imprimées en elle comme des vérités fondamentales. Lorsqu'il parlait de tactique militaire ou d'histoire de siège célèbre, elle écoutait avec une attention qu'elle n'avait jamais accordée à personne d'autre, même à la prêtresse qui l'avait informée au temple. Sans s'en rendre compte, il lui avait transmis bien plus qu'un savoir. Il lui avait offert une manière de penser, une structure mentale qui, en cet instant, semblait résonner en elle comme un écho lointain. Le général Wu avait un plan, avait-elle articulé lentement. Sa voix ferme malgré le tumulte de son esprit. Il me l'a confié avant son départ. Un silence étonné était tombé sur la salle. Les notables, jusque-là prompts à s'interrompre les uns les autres, s'étaient tournés vers elle. Il savait que cette bataille serait longue, avait continué Mei. Il m'a parlé de ce que nous devrions faire si la cité venait à être assiégée. Nous devons suivre ses directives, ou tout ce qu'il a sacrifié n'aura servi à rien. C'était un mensonge, au moins en partie. Le général ne lui avait jamais donné de consignes explicites, mais il lui avait transmis assez de savoir pour qu'elle puisse deviner ce qu'il aurait fait. Et dans l'état de désarroi où se trouvait la cité, elle n'avait pas le luxe de douter. Les notables divisés et désespérés avaient fini par céder. Peu à peu, les protestations s'étaient tues, remplacées par une résignation prudente. Mei, avec l'aide des capitaines restants, avait mis en œuvre les leçons qu'elle avait apprises. Le sentier d'accès avait été piégé. Des rochers soigneusement placés, prêts à être libérés pour écraser les troupes ennemies dans les passages étroits. Les archers avaient été postés sur les hauteurs, harcelant les lignes ennemies dès qu'ils tentaient de s'approcher. Des projectiles enflammés avaient été préparés pour repousser les tours d'assaut et les béliers. Les premières attaques d'Erazel furent brutales, mais elles échouèrent. Mei avait senti un frisson de satisfaction lorsqu'elle avait vu les troupes ennemies battre en retraite après avoir subi des pertes considérables. Malgré tout, chaque victoire avait son prix. Elle voyait les soldats blessés ramenés dans les rues, les civils terrifiés qui se pressaient dans les temples, suppliant des dieux qui restaient silencieux. Mei portait tout cela en elle, un poids qu'elle ne pouvait partager avec personne, mais chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle entendait encore la voix de Shen Wu. « L'esprit est une arme, utilise-le. » Alors elle continuait, à se battre, car quel autre choix avait-elle de toute façon ?